Donc ça, pareil, moi je vous ai donné une cheat sheet pour Ruby on Rails et Active Record. C'est important que vous alliez en chercher une aussi pour les lignes de commande. Pour tout ce qui est bash, d'accord? Donc toutes les commandes CD, ls, etc. Vous allez voir, il y en a d'autres qui sont... enfin, qu'il faut que vous connaissiez, quoi. Qu'il faut que vous maîtrisiez. Donc là, je fais cd point point pour aller dans le dossier parent. Donc là, j'arrive dans SimRuby 2022. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL R. CTRL R, ça sert à quoi? Ça sert à aller naviguer dans votre historique de commande, d'accord? Ça fait une recherche dans votre historique de commande. Donc là, je tape raise new pour retrouver la commande que j'avais tapée pour créer MyBlock V1. Donc là, je ne vais pas taper ma commande exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer MyBlock V1 par MyBlock V2. Et là, donc je garde bien -d PostgreSQL pour garder comme base de données PostgreSQL. Je vais garder pardon, skip Webpack install parce que je veux pas Webpack dans mon Webpacker dans mon application Rails. C'est pas l'objet du cours là, donc c'est pas ce qu'on va voir. Mais par contre, je vais retirer skip JavaScript parce que cette fois-ci, je veux avoir JavaScript dans les fichiers que je vais générer. D'accord? Ça, pareil, vous pouvez aller regarder. La génération d'une application en Ruby on Rails, ça prend plein de paramètres. Donc il y a des choses que vous pouvez skipper, des choses que vous pouvez générer par défaut. Vous pouvez créer une application Ruby on Rails en mode API uniquement. Donc ça va vous skipper la création d'un tas de fichiers et ça va se concentrer uniquement sur les dossiers et fichiers dont on va avoir besoin lorsqu'on veut faire une API en Ruby on Rails. D'accord? Parce qu'encore une fois, Ruby on Rails, ça permet de faire les API assez facilement en quelques minutes. Donc là, je crée mon application Raise New MyBlock V2. D'accord? Donc là, rien de nouveau. Ça fait ce que ça fait habituellement. Donc là, si je fais ls, donc je peux aller dans mon dossier MyBlock V2. Et une fois que je fais ls ici, ben, je vois les fichiers habituels. Donc ce que je vais faire là, c'est quoi? C'est que je vais ouvrir MyBlock V2 dans Atom. Et du coup, vous allez voir, ben, je vais avoir les dossiers et fichiers classiques qu'on avait eu par rapport qu'on avait eu auparavant, pardon. Donc là, je vais taper raise s, je vais avoir une erreur. Pourquoi est-ce que je vais avoir une erreur? Parce que j'ai pas encore créé ma base de données. D'accord? Donc vous voyez là, j'ai l'erreur classique. Alors, la première erreur que j'ai là, c'est parce qu'en gros, j'ai déjà un serveur qui est lancé sur le port 3000. Donc c'est normal, c'était sur MyBlock V1. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer sur MyBlock V2. Donc là, quand je lancerai les serveurs, qu'est-ce que j'ai? Une erreur qui me dit que ça vous l'a lancé vous? Bah très bien, c'est juste que moi j'ai une erreur. Alors attendez, moi il faut juste que j'aille changer quelque chose. Moi ça a mal skippé l'install de Webpacker. Alors attendez, tac. Faites pas attention à ce que je fais là, c'est propre à ma config. Donc là c'est bon. Mon serveur il est lancé. Donc là vous voyez, j'ai lancé mon serveur, mais j'ai l'erreur qu'on a toujours eue, c'est-à-dire database MyBlock V2 développement n'existe pas. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Je fais simplement dans mon terminal et je fais ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire initialiser la création de la base de données avec RaceDB create. Ok? Donc là c'est bon, j'ai créé mes deux bases de données, donc celle pour l'environnement de développement et celle pour l'environnement de test. Donc là j'arrive bien sur la page d'accueil de Ruby on Rails quand je n'ai pas encore défini de ressources ou de contrôleurs. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer les contrôleurs, etc. pour mes... Non, je vais pas faire un scaffold pour mes users. Vous allez voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement générer
un modèle pour mes users, d'accord? Donc je vais créer ma classe user. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais faire la création d'un scaffold pour les posts, mais pas pour les users. Donc là, mon user, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un name, qui va être une string, et il va prendre un âge, d'accord? Qui va être un integer. Donc là, vous voyez, quand je fais la génération d'un modèle ou d'un scaffold, ça génère le fichier de migration, d'accord? Donc vous voyez, là, j'ai bien mon fichier de migration qui est là, dbmigrate date create users.rb, ok? Donc là, si je retourne sur mon application, j'ai bien le modèle user qui a été créé, et j'ai bien la migration create user qui a été faite, d'accord? Moi, ce que je vais simplement faire ici, non, même pas, pas besoin de définir de valeur par défaut pour l'âge du user. Donc là, la migration, elle est bonne. Qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit effective? Exactement. Raise db 2.migrate. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux créer un modèle post aussi. Je veux créer une classe post. Sauf que pour ma classe post, je veux qu'on puisse... Alors, attendez. Vous savez quoi? On va annuler la migration qu'on vient de faire. Donc, pour annuler une migration qu'on vient de faire, on fait raise db rollback. Donc, RO2LBACK. Donc là, j'annule la migration que je viens de faire. Et je vais supprimer ce que je viens de faire. Donc pour supprimer ce que je viens de faire, je fais un... Tout à l'heure, j'ai fait quoi? Je tapais quelle commande? J'ai tapé raise g model user. Bah là, je vais taper la même commande. Simplement, je vais remplacer le g par un d. D'accord? Et ça va supprimer tous les fichiers générés par cette commande. Donc là, je vais refaire la génération de mon user. Et plutôt que de faire un modèle, finalement, je vais faire un scaffold. D'accord? Ne jamais supprimer un fichier de migration directement. D'abord, vous faites la rollback, ensuite vous supprimez. Si vous supprimez un fichier de migration avant de l'annuler, là c'est la merde. Parce qu'après, Raise et Active Record, ils n'arrivent plus à se retrouver, ils n'arrivent plus à savoir quelle table a été créée, etc. Donc là, je vais faire un scaffold finalement. Donc le scaffold, c'est ce qu'on a fait hier et qui a généré toutes nos vues et nos contrôleurs. Ok? Donc là, je retrouve bien mon modèle user. Vous voyez, je retrouve bien mon modèle user et ma migration pour user, d'accord? Ce qui a changé là, c'est que j'ai généré les contrôleurs et les vues associées. Et là, on va faire autre chose, hein. On va faire comme hier. C'est clair pour toi, Ryan, là, ou il y a des trucs que tu veux que j'explique par rapport aux migrations? Ça va aller? D'accord. Donc là, je vais refaire ce qu'on a fait hier par rapport au post. Donc je vais générer un scaffold pour post. Allez, on va appeler ça un tweet. Pour tweet. Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon tweet? Bah, il n'y a pas de titre dans les tweets. Bah, content, ouais, exactement. Qui peut être une chaîne de caractères, puisqu'en vérité, dans un tweet, c'est assez court. On peut mettre un auteur exactement. Donc, comment est-ce que je passe un auteur? Un user? Exactement. User, references, d'accord? Donc ça, quand je fais une migration et que j'indique user references, ce qu'il va comprendre, c'est que là, mon user, il fait référence au modèle user qui existe déjà dans mon application. Donc on va regarder à nouveau ce que fait references. En fait, references, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, je vais regarder ma migration pour mes tweets. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'il fait references? Exactement. Donc, il crée une foreign key. En vérité, là, c'est un integer, hein, c'est un big integer qui a été créé. On appelle ça une référence. Mais là, si je vais sur mon modèle tweet, j'ai bien belongs to user. Donc, on comprend que quoi? Qu'un tweet appartient à un user. C'est ce qui va nous permettre de faire, rappelez-vous, de faire @tweet est égal tweet.first par exemple, et @tweet.user qui va nous retourner quoi? Le user associé au tweet, d'accord? C'est clair pour vous ça? Non, pas trop. C'est pas trop... Ok, bon, on va le voir après. On va le revoir après. Donc là, en gros, on a un tweet. Le tweet, il appartient à un user. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, chaque tweet qui est posté appartient à un user. Il a été écrit par un user. D'accord? C'est comme si tu avais une table tweet. Enfin, c'est le cas d'ailleurs. Là, si je vais dans mon schéma et que je vais regarder. Ça, c'est le schéma.rb. Le schéma.rb, il vous sert à avoir un aperçu de votre base de données. D'accord? Les tables et les colonnes existantes. Pour l'instant, j'ai pas encore fait les migrations, donc il n'y a rien. Mais là, si je fais un coup de raise db de .migrate,
la migration pour user et pour tweet est effective. Donc là, je retourne dans mon schéma et vous voyez, j'ai ma table user qui est bien créée et j'ai ma table tweet. Donc vous voyez en fait, le user, qu'est-ce que c'est? La référence de user. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un big int. Donc c'est un big integer, c'est un gros integer. Parce que voilà, on estime que avec une foreign key, on peut monter à un plus gros nombre qu'avec un simple integer, d'accord? Donc vous voyez en fait ce qui est créé, c'est un user ID. C'est comme si vous aviez une table poste et que vous aviez un user ID à l'intérieur. Et en fait, ce que je fais ici, dans mon modèle tweet, je viens spécifier leur relation. Je viens dire qu'en gros, mon tweet qu'on a ici, il a déjà une clé user ID, mais ma clé user ID, je veux que ce soit explicite qu'en gros, ça appartienne bien à un user, mon tweet. D'accord? Et c'est ce qui va me permettre, après dans mon code, lorsque je vais aller chercher un tweet, d'aller obtenir son user en faisant @tweet.user. Si j'avais pas fait mon belongs to user, j'aurais été obligé de faire quoi? J'aurais été obligé de faire user.findBy user ID @tweet.user ID. Grâce à belongs to user, j'ai un raccourci pour ma relation, d'accord? Ça, c'est l'équivalent de @tweet.user. Ok? En gros, qu'est-ce que je fais ici? Là, c'est une requête SQL, en gros, qui va aller chercher le user dont, dont l'ID est égal à @tweet.user_id. Et ben, c'est la même requête que j'ai ici, en fait. Là, ici, @tweet.user, il va faire user.find id de @tweet.user_id. Ok? C'est pour aller chercher les tweets du user. Exactement, c'est ça. Et donc là, si je vais dans mon modèle user, rappelez-vous de ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire que mon user, il a plusieurs tweets. Donc pour ça, je fais asMany tweet. Imaginons que mon user, il est uniquement un tweet. Comment est-ce que j'aurais fait? Si on voulait que mon user, il ait uniquement un tweet, bah, j'aurais fait has one tweet. Sans S. D'accord? Parce qu'il n'a qu'un seul tweet. Bon, pour un tweet, ça n'a pas de valeur. Mais dans quel cas on pourrait avoir une relation one-to-one, par exemple, avec un profil? Un user a un profil. Ok? Un user a un seul profil, donc on pourrait faire as one profile. Ok? Ok. Donc maintenant que ça a été créé, on va faire un tour sur mon application. Donc rappelez-vous de la... Ah, regardez ce que ça me dit. Migrations are pending. Ok. Donc là, on a des migrations en attente apparemment. Je suis pas sûr de cette information, mais on va faire un raise_db migrate. Voilà, c'est bon. Et là, vous regardez. Tac. Je me trompe d'URL. Donc là, on me donne toutes les URL disponibles, d'accord? Donc là, je vais aller sur tweet. Ça, faites pas attention, c'est propre à moi. Je vais juste commenter un truc. Voilà, donc là je vais créer un tweet. Content. Bon là je peux pas encore de... Là je vais pouvoir associer un user mais je peux pas le faire. Rappelez-vous de ce qu'on a fait hier. Pour pouvoir avoir le menu déroulant qui met les users, j'ai utilisé collection field, d'accord? Donc là je vais aller dans post, non, dans tweet form pour modifier le formulaire du tweet, d'accord? Et ici je vais remplacer mon text field par un collection field, d'accord? Donc rappelez-vous, qu'est-ce qui prend en paramètre mon collection field? Il va prendre le champ en question, donc là c'est user ID. Ensuite il va prendre la collection, donc c'est user.all parce que je vais retourner tous les users. Donc la collection, c'est la collection qu'on veut pouvoir afficher dans le select. Ensuite il va prendre la valeur qu'on veut donner et ce qu'on veut afficher. Donc là on se retrouve avec user ID, user.all, ID et name, d'accord? Donc c'est pas collection field apparemment, c'est quoi? C'est...
à Collection Select. Voilà. Et comme j'ai pas encore de user, bah pour l'instant, j'ai un select qui est vide, d'accord? Donc là, je retourne sur mes users. Je vais créer un nouveau user que je vais appeler Didier. Tac. Là, je retourne sur ma page des tweets. J'en crée un nouveau. Et là, j'ai bien mon user qui apparaît là. Si j'avais plusieurs users, je peux en créer un deuxième. Hein. Je peux l'appeler Emmanuel. Tac. J'ai un deuxième user. Si là, je vais dans mes tweets et que je lance une création de tweet, bah, j'ai bien mes deux users qui apparaissent. Là, en contenu, je mets mon premier tweet. Je peux créer un tweet et j'ai bien mon premier tweet. Donc, rappelez-vous de ce qu'on a fait hier. Hier, en gros, on a remplacé l'ID qui apparaissait ici par le nom du user directement. Donc là, on est sur la vue de mon tweet. C'est quoi la vue de mon tweet? On est sur quelle vue là, à votre avis? Exactement. Si je ne me rappelle pas, comment est-ce que je fais? Bah, je vais sur la page des routes et je regarde. Ah bah voilà, regardez ici, j'ai quoi? J'ai tweet / ID et ça correspond bien à l'action show de mon contrôleur tweet. D'accord? Donc là, je vais sur tweet show html.erb. Et là, vous voyez, bah, dans user, qu'est-ce que je fais? Je fais add tweet.user _ ID. Rappelez-vous de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait dans mon modèle tweet? On est venu dire que mon tweet appartenait à un user. Ça veut dire que ici, je peux directement accéder à mon user en faisant .user sur mon tweet, d'accord? Et là, si je veux afficher son nom, qu'est-ce que je fais? User.name, exactement. Dis-moi, Louis. Moi, sur mon numéro, il ne répond pas assez tout. Il y a un petit en bas là avec le link de scroll, mais au-dessus, c'est un vendeur Rendeur de quoi? de tweet. De tweet. Ton show? De ton show? Dans mon show, donc, ouais. Ah bah tu peux aller dans underscore tweet alors. .html.erb. On peut avoir des vues qui diffèrent comme moi je suis sur Rails 6 là. Normalement vous avez un partial, c'est ça? Donc si vous, dans votre vue show, vous avez un render de tweet, ça veut dire que dans votre vue ici, ben, vous avez ce qu'on appelle un partial pour le tweet, d'accord? Moi je l'ai pour le formulaire, vous l'avez pour tweet. Donc là, je réactualise ma page. J'ai bien le nom de mon user qui s'affiche. Ouais. Ça, c'est moi dans mon fichier à moi, c'est show.html.erb. Vous, normalement, vous avez un render de tweet, c'est ça? Donc vous pouvez aller chercher votre fichier underscore tweet.html.erb au lieu de show.html.erb, d'accord? Maintenant qu'on a ça, on va venir complexifier notre application Ruby on Rails avec une gemme qui s'appelle Devise. D'accord? Donc rappelez-vous les gemmes, je vous en ai parlé hier, c'est les plugins qu'on va plugger à notre application pour avoir des éléments préfaits. D'accord? Donc là sur Google, je vais taper quoi? Je vais taper gemme Devise. Et là vous voyez, j'ai la gemme Devise. Je vous envoie le lien sur Discord, d'accord? Donc vous voyez cette gemme Devise? Elle a une assez longue documentation, mais on va au moins lire la description. Donc vous voyez qu'est-ce que j'ai ici. Donc Devise est un système d'authentification, est une solution d'authentification flexible pour Ruby on Rails basée sur Warden. D'accord? Warden, c'est une autre gemme en Ruby on Rails. Donc c'est Rack-based, ça respecte bien la convention MVC, ça vous autorise à avoir plusieurs modèles qui se connectent en même temps. Donc vous pouvez avoir un user, un professionnel, un client, enfin ce que vous voulez. Et c'est basé sur un concept de modularité
vous pouvez uniquement utiliser, enfin, vous pouvez utiliser ce dont vous avez besoin. En gros, ben, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin dans Device, ben, vous n'êtes pas obligé de les inclure dans votre installation. Donc vous avez tout ça, vous avez l'authentification, vous avez OmniAuth qui vous permet de vous connecter avec Facebook, Twitter, Google, etc. Vous avez Confirmable qui vous permet d'envoyer un email de confirmation pour, bah, vous savez, lors d'une inscription, on peut demander à ce qu'un utilisateur il clique sur un lien pour confirmer son compte. Vous avez Recoverable qui vous permet d'envoyer des instructions pour retrouver son mot de passe. Il y a un mot de passe oublié. Vous avez Registerable qui vous permet d'autoriser l'inscription sur votre application. Rememberable qui vous permet de autoriser votre, qui permet à votre client de dire se souvenir de moi. Vous avez Trackable qui permet de traquer le nombre de connexions, l'adresse IP, etc. Timeoutable qui vous permet de faire expirer une session au bout de X temps. Vous avez Validatable qui vous permet de valider l'email et le mot de passe, c'est-à-dire que vous pouvez refuser qu'une adresse Gmail s'inscrive sur votre application ou qu'un mot de passe qui a trop peu de caractères puisse s'inscrire. Vous avez Lockable qui permet de bloquer un compte après un certain nombre d'authentifications qui auraient échoué. D'accord? Donc tout ça, c'est des modules que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser selon votre besoin. D'accord? Donc nous... Pardon? Tous les sites, ils utilisent ça. Ouais, mais après tu peux choisir de... non, tous les sites n'utilisent pas Device, mais la plupart des sites ils vont utiliser ce qu'on appelle une gem pour l'authentification. Après, ils ont leur propre gem en fonction du framework qu'ils utilisent. Laravel, Symfony, enfin peu importe. Ok? Donc là, on va aller dans le vif du sujet. On va aller dans l'installation de Ruby on Rails, d'accord? De Device, pardon. Donc pour installer Device, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rubrique Getting Started, ok? Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Device fonctionne avec les versions de Rails égales ou supérieures à 4.1, d'accord? Donc pour utiliser Device, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute gemDevice à notre fichier gemfile. Donc là, je copie-colle ça. Enfin, je ne vais pas le copier-coller, je vais le taper directement. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien de mieux pour se familiariser avec un langage de programmation que d'écrire. Donc là, commande P pour aller chercher mes fichiers. Je tape gemfile. Donc gemfile, pas gemfile.log, d'accord? Donc une fois que j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Dans mon groupe production, dans mon groupe global, et pas dans mon groupe développement et test, je vais ajouter gemDevice. J'enregistre mon fichier. Là, c'est pas terminé. Pour que l'ajout de votre gem soit effectif, il faut que vous retourniez à votre terminal et que vous tapiez la commande suivante. Bundle install. Ça va vous permettre d'installer la nouvelle gem qui a été ajoutée à votre fichier gemfile, d'accord? Donc là, je tape bundle install. Tu l'avais mis où dans la structure? Je l'ai mis juste au-dessus du groupe développement et test. Donc pas dedans, mais juste au-dessus. Je l'ai mis à la suite de la dernière gemme dans le groupe global, d'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, je suis retourné sur mon terminal dans le dossier de mon application et j'ai tapé bundle install, d'accord? Donc là c'est bon, ma gemme elle a été installée. Mais c'est pas terminé. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une fois qu'on a lancé bundle install, tout est écrit sur la documentation, hein. On a besoin de lancer la commande raise generate device .install. Ok, là je retourne sur mon terminal et je lance la commande raise generate device .install pour installer device. Et là vous voyez, j'ai un tas d'instructions qui sont affichées. Bon, déjà ce qui s'est passé, c'est que ça a créé deux fichiers. Dans mon dossier config, ça a créé le fichier device.rb dans le dossier initializers. Ok, donc là, j'ai un fichier avec la configuration de device. On va pas y toucher pour l'instant, mais vous allez pouvoir regarder dans le détail ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est commenté, donc c'est assez facile de comprendre ce qui s'y passe. Ensuite, j'ai un deuxième fichier qui a été créé, c'est config environnement, c'est config local device.en.yml. Les locales en Ruby on Rails, si vous voulez, c'est les messages qui vont s'afficher dans votre application. Donc plutôt que de tout avoir dans vos vues, quelquefois, et c'est une bonne pratique de le faire, on va le faire dans un fichier local. Ça va vous permettre de modifier vos textes,
à un seul endroit donné. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez traduire votre application en français ou en espagnol, de simplement transmettre ce fichier-là à votre traducteur. Et une fois que vous récupérez une fois que vous récupérez le fichier, le fichier de traduction, de le mettre dans le même dossier et de l'appeler device.fr.yaml par exemple, et votre application, elle est traduite. Il y a déjà un fichier device.fr.yaml pour device que vous pouvez récupérer sur GitHub. Donc ça fait que vous avez device traduit en français. D'accord? Donc ça, je vais vous demander de le faire dans l'application. Donc là, on va suivre les différentes instructions. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, assurez-vous que vous avez défini une route par défaut pour votre application. Donc ça, vous allez pouvoir le définir dans config/environnement/développement.rb. Donc ça, je vais regarder si c'est bien fait. Et je ne l'ai pas. Donc là, je vais définir une URL pour Action Mailer. Parce que Device envoie des emails, donc il a besoin de ça. Je l'ajoute à la fin de mon fichier, comme c'est demandé. En production, non, ok, là on n'est pas en production. Assurez-vous que vous avez défini une URL racine qui renvoie vers quelque chose dans votre fichier config/route.rb. Par exemple, route to home index. Je ne l'ai pas fait. Moi, je ne vais pas router sur home index. Je vais faire router sur quoi? Sur suite index pour afficher mes tweets, d'accord? Comme sur Twitter en soi. Donc là, je vais dans mon fichier route.rb et ici, je fais route to tweets index. Donc là, normalement, si je rafraîchis ma page et que je me rends sur la racine de mon application, j'arrive bien sur tweet action index. Ok? Non, après, ce que t'as fait. Là aussi, on donne email. Pardon? On donne aussi une grade avant de vérifier que ça a bien fonctionné. Ou est-ce que tu l'as pas fait? Non, je l'ai pas fait. Et tu sais quoi, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises pour l'instant. Et du coup, là, il n'y a pas besoin encore de migrate. Ah non, putain. Ah le con. Attends. À tes souhaits. Non, c'est bon, pas besoin de migration là pour l'instant. Il n'y a pas de migration qui a été faite. Du coup, de base, quand on arrive sur le menu, on affiche les tweets, mais aussi quand on fait sur le tweet, ça affiche aussi les tweets. Pardon? J'ai dit, sur la page d'accueil, ça affiche les tweets. Donc si on fait slash tweet, dans l'URL, Ouais, ça affiche aussi les tweets. ouais, c'est ça. On peut pas enlever ça. Si, tu peux le retirer. Je te montrerai. Enfin, tu peux le. Voilà, dans la doc où je vous montrerai comment faire plus tard. Alors, tac. Voilà. Maintenant, ils nous disent assurez-vous que vous avez les flash messages dans votre fichier application.html.erb. Par exemple, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a fait hier déjà. On l'avait fait hier, ça. On a affiché notice et alerte dans application.html.erb. Pourquoi est-ce qu'on le met dans le fichier application.html.erb contenu dans le layout? Parce que c'est le layout de votre application. Donc ce fichier-là, il va systématiquement être appelé partout. Donc rappelez-vous, c'est dans le yield ici qu'on affiche chacune de nos vues. Donc je vais faire ça. Je vais le mettre juste au-dessus. Et là, les alertes, rappelez-vous, hier, on voulait que ça s'affiche en rouge. Il me semble que par défaut, ça va s'afficher en rouge là. Donc là, on a affiché notice et alerte. Et là, ils nous disent, vous pouvez copier les vues de device pour la customisation dans votre application en lançant Regi Device Views. Ça, on va pas le faire pour l'instant. On va le faire plus tard. Oui, monsieur. Tu peux remontrer vite fait ce qu'il avait posé de notice et alerte. Dans le fichier application.html.erb. Pour ça, tu fais commande P, tu tapes layout application.html.erb. Ce qui est lourd, ce qui est bien, pardon, avec commande P pour la recherche de fichiers, c'est que vous faites commande P, vous tapez le nom approximatif du dossier. Je sais pas, je vais mettre layout sans S par exemple, et je vais taper appli. Ça va me retourner mon fichier. D'accord? Je veux plus vous voir aller chercher un fichier sur la gauche. Voilà.
Donc ça c'est fait. Donc là je vais retourner sur la doc device. Et ici ça me dit qu'en gros le générateur va installer un initialiseur qui va décrire la configuration de device par défaut. C'est impératif que vous le regardiez. Quand vous avez terminé, vous pouvez ajouter device à n'importe lequel de vos modèles en utilisant le générateur suivant. Donc vous voyez, dans la commande suivante, vous allez remplacer modèle avec le nom de la classe utilisée dans votre application pour les users. La plupart du temps, c'est user, mais ça peut aussi être admin. Cela va créer un modèle. Si aucun modèle n'existe, dans notre cas à nous, il y a un modèle qui existe déjà, donc ça va venir s'ajouter à la configuration de notre modèle et le configurer avec les modules par défaut de device. Ce générateur configure aussi config/root.rb qui va pointer sur les contrôleurs de device. D'accord? Donc vous voyez là, je vais runner la commande qui me dit ici, donc raise generate device model. Je vais simplement remplacer modèle par user parce que c'est le modèle que j'ai utilisé pour mes users. D'accord? Donc là, je tape la commande raise generate device user, puisque user, c'est le nom du modèle que j'ai choisi pour device. Donc vous voyez qu'est-ce que ça a fait là? Ça a créé une migration qui ajoute device à mes users. Ça a inséré quelque chose dans mon modèle user et ça a ajouté la route device for users. Donc là, je vais regarder ce que ça a ajouté dans mon fichier de route. Ça a rajouté ressources user. Ok. Là, ça a aussi ajouté du texte dans mon modèle user. Donc vous voyez là, j'ai user, j'ai device qui a été installé avec les modules suivants. Donc ça fait partie des modules que je vous avais présentés. Tu suis ou pas, Pierre? Avec ces modules là aussi, d'accord? Il y a aussi une migration qui a été créée qui s'appelle add device to user, d'accord? Donc vous voyez cette migration là, elle contient quoi? Elle contient l'ajout d'un email avec les contraintes suivantes, c'est-à-dire que ça ne peut pas être false et que par défaut c'est une chaîne de caractères vide. Ça me met aussi un mot de passe encrypté, un token pour le reset du password et plein d'autres champs. D'accord? Ça ajoute aussi un index sur mes emails, etc. Donc ça le fait par défaut quand je lance ma commande qui génère device. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, je peux lancer raise db::migrate qui va lancer une migration. Mais là j'ai une erreur. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit could not create unique index users on email. Key email is duplicated. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Ça a fonctionné pour vous? Ça c'est propre à moi ça. Je pense que c'est parce que j'ai déjà un user. Donc là je vais simplement faire un user.all. Alors, je vais tout supprimer chez moi et ça va fonctionner. Je vais supprimer tous mes tweets. Et je vais supprimer tous mes users. Et après ça va fonctionner. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'en gros, moi j'ai déjà 2 users. Et en gros, par défaut, ça crée une chaîne de caractères vide pour l'email. Et en gros, là, ça me dit qu'en gros, j'ai déjà comme device, il est venu s'ajouter et qu'il a mis une chaîne de caractères vide pour mes users et que pour l'email de mes users et qu'un email doit être unique, et du coup, mes 2 users, ils se retrouvent avec une chaîne de caractères vide pour l'email et en gros, ça me fait un email dupliqué. Donc là, je relance raise db::migrate et là, c'est bon. J'ai bien pu ajouter device à mes utilisateurs. Ok? J'ai pas compris à partir de quel moment concrètement on fait un db migrate. Une fois que tu as tapé la commande, tout ça c'est écrit dans la documentation de device. Hein. De manière générale. En fait, de manière générale, tu vas lancer raise db::migrate une fois que tu as ajouté un fichier de migration. D'accord? Donc un fichier de migration c'est quoi? C'est un fichier qui se trouve dans db/migrate. D'accord? Donc create user, create tweet. Et là, en l'occurrence, c'est add device to users qui a été créé lorsque tu as lancé la commande raise generate device user. D'accord? Donc là, ici, on a ajouté device au user. Donc vous voyez, ça vient altérer la table user
et ça a ajouté pardon, les colonnes suivantes. Donc email, mot de passe encrypté, etc. etc. Et pour que ça, pardon, ce soit effectif, il faut que tu tapes la commande raise dbmigrate. T'en fais pas, si tu oublies de lancer une migration, Raise il va te le rappeler. Il va te dire qu'en gros, bah, ton serveur il peut pas se lancer parce que tu as une migration qui est en attente. Ok? Louis, tu avais une question? Ouais, non, c'est bon, du coup, j'avais demandé c'était quel modèle qu'il fallait mettre. Ok. Tu peux remontrer les commandes pour effacer tout ce qui est fuite et. Ah, bah tu tapes Raise console. Bah, tu peux ouvrir un nouvel onglet sinon. Tu fais tweet.all pour retourner tous les tweets. Et sur ces tweets là, tu fais destroy all. Destroy underscore all. Une fois que c'est fait pour les tweets, tu peux les faire pour le user. Ils disent tweet mode select tweets. C'est faire les. Ah ouais, bah c'est bon. T'as pas fait de tweet, toi. T'as pas fait de tweet, mais t'as fait des users. Ah, ok, ok. Ah, User.all.destroy underscore all. Ok? Qu'est-ce que ça fait en gros? Bah là, je prends tous mes tweets et je les supprime tous. D'accord? Parce que tweet.all, ben, ça retourne tous les tweets. Et destroy all, ça supprime la collection qui est passée. Donc là, en l'occurrence, ça supprime tous les tweets. Donc ça, une fois que c'est fait, je peux aller dans la suite de mon installation. Et là, ça me dit qu'une fois que j'ai lancé Raise dbmigrate, bah c'est bon. Là, il faut simplement que je redémarre mon application après avoir changé la configuration de device. Donc, ok, c'est ce que je vais faire. Mais d'abord, je vais lire la suite. Donc là, il me parle de quoi? Ça, je vous le montre parce que c'est important. Device va créer des helpers. Donc les helpers, rappelez-vous, c'est des méthodes qu'on va pouvoir utiliser dans les contrôleurs et dans la vue. Donc là, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est qu'en gros, si je veux qu'un user doive s'authentifier avant de pouvoir accéder à mon application, il suffit que j'ajoute before action, authenticate user, point d'exclamation, au contrôleur en question. D'accord? Donc vous voyez là, before action, authenticate user, ben, je peux le mettre dans mon tweet contrôleur. Rappelez-vous, before action, on l'a utilisé pour cette tweet. Enfin, on l'a pas utilisé, c'est Scaffold qui l'a utilisé automatiquement pour définir un tweet. Ok? Donc là, before action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, avant chaque action, je veux vérifier que mon user il soit authentifié. Authenticate user, si jamais je suis connecté, bah, il va rien faire. En revanche, si je ne suis pas connecté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rediriger vers la page de connexion. C'est clair pour vous ça? Donc, là, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans mes contrôleurs. Tous mes contrôleurs, rappelez-vous ce qu'on a vu en programmation orientée objet avec les classes, on a parlé d'héritage. Donc vous voyez en Ruby, encore une fois, tout est objet. Même mes contrôleurs, c'est des objets. Et vous voyez ici, ma classe tweet controller, elle hérite d'un contrôleur qui s'appelle application controller. Si je vais dans mon user controller, vous allez voir que lui aussi, il hérite de application controller. Donc ça veut dire qu'il y a un contrôleur commun à tous les contrôleurs qui sont créés. Par défaut, il y a un contrôleur commun à tous ces contrôleurs-là. Donc là, je vais aller dans ce fichier-là, qui s'appelle applicationcontroller.rb. Et juste ici, je vais mettre before action, authenticate user. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire à toutes les actions de mon contrôleur que avant d'accéder à une action, je dois vérifier que mon user est bien authentifié. Là, je retourne sur mon serveur, je kill mon serveur, je lance raise S, je relance mon application et là, comme par magie, qu'est-ce que j'ai? Ça me dit, vous devez vous connecter ou vous inscrire avant de continuer. Bah déjà, je ne peux pas me connecter puisque je n'ai pas encore de compte. Vous voyez ici, bah, j'ai deux liens, sign up et forgot your password. Là, je clique sur sign up et je peux créer un compte. Donc didier@gmail.com avec un mot de passe. Je sign up et là, vous voyez, je suis bien connecté sur mon application.
C'est écrit 2 fois parce qu'en gros, je l'ai... euh, là, si je vais sur mon... Vous voyez, j'ai la notice en doublon. Je l'ai dans mon application.html.rb, mais je l'ai aussi dans mes autres fichiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais supprimer toutes les occurrences de notices dans mon application en les recherchant tous et en les remplaçant par une chaîne de caractères vide. Voilà. Et là, si je veux créer un nouveau tweet, bah, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que par défaut, en fait, moi, ce que j'ai demandé, c'est afficher le name, et lors de l'inscription, j'ai pas proposé le champ name. D'accord? Donc là, je vais simplement rajouter, je vais simplement modifier dans tweet form ce qu'on affiche. Donc vous voyez ici, rappelez-vous, moi, je passais en valeur l'ID, mais j'affichais le name. Bah là, je vais afficher l'email, d'accord? Donc voilà, là j'ai bien mon email qui s'affiche et je peux toujours créer un tweet. Donc là, mon user, pareil, il n'y a rien qui s'affiche parce que mon user, il n'a pas de name. Donc là, je vais simplement remplacer mes occurrences de user.name en les recherchant tous comme ça et en remplaçant par uniquement dans mes vues, je vais le faire en remplaçant par user.email. Là, je remplace simplement toutes les occurrences. Vous connaissez ça? Chercher partout et remplacer. Bah là, c'est ce que je fais. Tac. Voilà, donc là, j'ai bien mon email qui s'affiche maintenant. Là, vous voyez, Raise, il vous donne pas mal de helpers. Vous avez user sign in, current user et user session. D'accord? Donc vous allez voir, je vais vous montrer chacun d'entre eux. Donc là, je vais aller dans mon application.html.erb. Dans tous. En gros, j'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche dans tous mes fichiers. Et en gros, ben, j'ai remplacé toutes les occurrences de user.name dans le dossier appviews par user.email. Si vous ne savez pas faire des recherches comme ça, apprenez à les faire. Ou sinon, ben, si ça vous prend la tête, faites les modifications directement dans les fichiers correspondants, d'accord? Mais ça, il faut vraiment que vous appreniez à le faire, ça. Rechercher partout et remplacer partout. Donc là, je vais aller dans application.html.erb. C'est le fichier commun à toutes mes vues. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Là, je vais exécuter du code. Je ne vais pas faire de l'affichage. Donc je vais mettre ça entre chevron %. Et je vais faire if user underscore signed in. Donc là, j'ai une condition. Donc vous voyez, une condition dans la vue, ça ne change pas. Ça commence par un if et ça finit par un end. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire bonjour. Là, cette fois-ci, c'est chevron % égal. Pour accéder au user courant, au user qui est connecté, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais current user, parce que c'est le helper auquel nous donne accès device. Concentrez les gars, concentrez. Pour accéder au current user qui est connecté, il y a un helper qui est disponible, qui s'appelle current user, d'accord? Donc là, dans la vue, je fais simplement current user. Ben, j'ai pas de name sur mon user malheureusement, donc je vais me contenter de l'email. Et là, vous voyez, ben, grâce à helper de device, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais qu'en gros, si mon user est connecté, bonjour currentuser.email. Vous savez quoi? Je vais même faire un else, où je vais dire vous n'êtes pas connecté. Ok? Je retourne sur mon application, je rafraîchis. Là, j'ai bien bonjour didier@gmail.com. Ok? Et si j'avais pas été connecté, j'aurais eu vous n'êtes pas connecté. Donc c'est du encore une fois, c'est du HTML. Hein. Donc si je veux le mettre en gras, je le mets entre des balises bold, ok? Des balises B ou strong. Voilà. Ok? Je peux aussi accéder à la session du user avec ça. Là, vous voyez, on a la configuration du modèle
etc. Et je vais vous montrer une dernière chose. Bah là, vous voyez, les vues pour mon user, j'y ai pas accès. En fait, j'ai simplement celles qui ont été générées par le scaffold, si vous regardez bien. J'ai simplement new, edit show, etc. Mais j'ai pas d'inscription. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on a la possibilité de générer les vues device auxquelles j'ai pas accès en tapant la commande raise generate device .views users. Ok, bah dans ce cas-là, je vais dans mon terminal et je tape raise generate device views device.views espace users. Donc là, vous voyez qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé tous les fichiers device pour mon users. J'ai la page d'inscription, la page du mot de passe oublié, j'ai vraiment tout. D'accord? Donc là, si je vais sur registre new.html.erb, et ben j'ai ma page d'inscription. Donc maintenant, tout ça, c'est éditable. Moi, il y a un lien que je veux pouvoir afficher partout, c'est la page de déconnexion. Je ne l'ai pas ici, donc je vais aller sur Google, je vais taper raise device sign out link. Donc là, vous voyez, j'ai le lien pour se déconnecter. Ce lien-là, je vais le mettre dans appli html.erb et je vais le mettre en dessous de chacune des vues qui est rendue, d'accord? Mais par contre, là, il y a un problème. Ce lien-là, je ne vais pas l'afficher systématiquement. Je vais l'afficher uniquement... Non, vous savez quoi? Je vais le mettre dans le header. Et je vais l'afficher uniquement si mon user, il est connecté juste en dessous du bonjour, ok? Donc là, je rafraîchis ma page. Et systématiquement, j'ai un lien me déconnecter si jamais je suis connecté. Là, je sign out. Et ça me dit couldn't find user with ID sign out. Ah oui. Là, je dois passer current user. Sign out. Bah, je me rappelle pas de la route pour sign out. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape n'importe quoi. Et là, je regarde. C'est destroy user session pass avec la méthode delete. Sans passer de paramètres apparemment. Ah, pardon. Ça, c'est à cause de mon scaffold. J'ai un problème parce que, en gros, quand je veux me déconnecter là, mon contrôleur, bah, comme j'ai mis un before set user lors du destroy de la session, là, si je vais dans mon contrôleur user, vous voyez, j'ai un before action set user et set user il est appelé pour show, edit, update et destroy. Bah, moi, je vais simplement retirer destroy ici. Là, je rafraîchis, je sign out. Alors pourquoi j'ai ça?
Ok, je pense que mon contrôleur il pose un problème à device. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire raise generate device 2 points contrôleur pour mon users qui n'existe pas. Ok. En fait, là, le problème, c'est que mon fichier users controller, il interfère avec le user controller du device, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime mon fichier users controller. Et normalement, si je rafraîchis ma page, tout ira mieux. Non, alors attendez. Bon, petit problème technique. On verra la suite après.